Ma mère s'est levée lors de son dîner d'anniversaire, et m'a traité de parasite. Lorsqu'elle a annoncé qu'elle vendait la maison pour arrêter de m'entretenir, j'ai fini par lui dire, comment exactement, vu que tous les papiers sont à mon nom. Tout ce gâchis a commencé quand j'avais 18 ans, et que mon père est décédé, à cause d'une crise cardiaque. Je ne vais pas édulcorer la situation. Le perdre a été terrible, et cela a laissé notre famille dans une situation difficile. Mon père a travaillé chez Midwest Manufacturing pendant 30 ans. Un bon travail syndiqué avec de bons avantages, mais les factures médicales et les frais funéraires, nous ont tout de même frappé de plein fouet. C'est ici que les choses se compliquent. Moi, un homme de 25 ans, j'avais obtenu une bourse complète pour l'université d'État. Pas Harvard ou quelque chose de prestigieux, mais cela aurait couvert mes frais de scolarité, et m'aurait donné de solides chances d'obtenir un diplôme d'ingénieur. Ma mère, Abigail, voulait vraiment que je l'accepte. Mes frères et sœurs, Finn, en 2e année de médecine, Isa, en 3e année d'informatique, et Diana, en 1re au lycée, supposaient tous que je le ferais. Mais quelqu'un devait aider maman, pour qu'elle puisse garder la maison. Les mensualités du prêt hypothécaire étaient brutales, et son travail à temps partiel dans une boutique ne suffisait pas. Mes frères et sœurs avaient tous leur avenir tout tracé. Finn était déjà engagée pour l'école de médecine. Et là, Isa, avait des stages prévus. Même lorsqu'elle a commencé à travailler, elle a clairement fait comprendre que son argent était pour elle, nouvel appartement, voyage, économie pour une maison. Aider maman ne faisait pas partie de ses priorités, et Diana avait des universités qui la recrutaient pour des programmes de marketing. J'ai fait un choix, que je pensais être temporaire. J'ai reporté ma bourse d'1 an, et j'ai intégré le programme d'apprentissage en outillage de précision, dans l'ancienne usine de papa. Le salaire était correct, bien meilleur que tout ce que je pouvais obtenir avec un simple diplôme d'études secondaires. Et je me suis dit que j'allais aider maman à se stabiliser, pour ensuite aller à l'université l'année suivante. C'est là que la première fissure a commencé à apparaître. Maman appréciait mon aide, mais elle a aussi commencé à avoir une attitude étrange à ce sujet. Elle faisait des commentaires du genre « Ton père serait si fier que tu prennes soin de la famille », pour ensuite se retourner et me demander, quand je comptais prendre mon avenir au sérieux. Des messages contradictoires, qui me laissaient confus sur ce qu'elle voulait vraiment. Mes frères et sœurs étaient pires. Finn faisait des blagues sur le fait que je jouais à la poupée avec maman. Elle n'arrêtait pas de m'envoyer des offres d'emploi, pour des postes de débutants avec potentiel d'évolution, comme si j'étais au chômage, au lieu d'apprendre l'usinage de précision, et de travailler 45 heures par semaine. Diana a commencé à dire à ses amis, que je prenais une année sabbatique pour réfléchir, ce qui n'était pas tout à fait faux, mais semblait réducteur. Le pire, c'était les dîners de famille. Ils parlaient de leurs cours, de leurs stages, de leurs plans sur 5 ans, et puis la conversation s'arrêtait net, quand ils arrivaient à mon cas. Comme si apprendre à utiliser des machines à commande numérique, ou faire des mesures de précision, ne valait pas la peine d'en discuter. Quand je mentionnais des choses qui se passaient au travail, il hochait poliment la tête, puis changeait de sujet. Au bout de 6 mois, j'ai essayé d'aborder le problème directement. J'ai dit à maman que je pensais postuler, pour la rentrée de printemps, et peut-être commencer l'université le semestre suivant. Elle a eu ce regard paniqué et a dit, mais qu'en est-il des mensualités de la maison? Et les factures? Je ne peux pas gérer tout ça toute seule. Alors, je suis resté un semestre de plus, puis un autre. Pendant ce temps, Finn publiait des choses sur sa préparation aux examens de médecine. Isa recevait des offres d'emploi d'entreprises technologiques, et Diana visitait des campus universitaires. Le ressentiment a commencé à s'accumuler des deux côtés. Ils avaient l'impression que je choisissais la voie de la facilité, au lieu de me dépasser. J'avais l'impression qu'ils étaient ravis de me laisser sacrifier mes projets, tant que cela n'affectait pas les leurs. Au bout de 2 ans, j'ai finalement tapé du poing sur la table. J'ai dit à maman que je retournais à l'école l'automne suivant. Point final. J'avais économisé assez pour couvrir ces dépenses pendant quelques mois, et il était temps pour moi, de me concentrer sur mon propre avenir. C'est à ce moment-là qu'elle a lâché la bombe de culpabilité. Je suppose que je vais devoir vendre la maison alors. Je ne peux pas la payer sans ton aide, et je ne veux pas être un fardeau pour Finn, alors qu'il commence ses études de médecine. Finn, qui était assis juste là, n'a pas proposé son aide. Isa non plus, elle qui gagnait pourtant bien sa vie, dans son emploi technologique à ce moment-là. Ils sont juste restés plantés là, pendant que maman disait clairement
que mon départ la forcerait à abandonner la maison familiale. Alors, je suis resté, et j'ai commencé à être en colère à cause de ça. Mais voici ce qui a vraiment commencé à me ronger de l'intérieur. Je ne faisais pas que payer des factures. Je finançais leur mode de vie. Les frais de l'école de médecine de Finn. Je couvrais le paiement de sa voiture et son assurance, pour qu'il puisse se concentrer sur ses études. Les prêts étudiants de Léla, pour son diplôme en informatique. Je faisais les paiements mensuels, parce qu'elle économisait pour s'acheter une maison. Les frais d'inscription à l'université de Diana, ses cours de préparation au SAT, et ses visites de campus, tout cela sortait de mon salaire. Pendant ce temps, il me traitait, comme le raté de la famille, incapable de trouver sa voie. Je ne suis pas resté silencieux pour autant. J'ai commencé à les confronter, face à leurs conneries. Quand Finn faisait des blagues sur mon travail, je lui faisais remarquer, que je contribuais davantage à la famille financièrement que lui. Quand Isla m'envoyait des offres d'emploi condescendantes, je les lui renvoyais, avec des notes expliquant que cela payait moins, que ce que je gagnais déjà en tant qu'ouvrier qualifié. Quand maman soupirait à propos des sacrifices, je lui rappelais que d'autres personnes dans la famille, pouvaient aussi faire des sacrifices. Cela a continué pendant 3 années supplémentaires. Moi, travaillant et payant les factures de tout le monde, et eux, poursuivant leurs rêves, tout en agissant comme si j'étais une sorte de cas social qu'ils devaient tolérer. La tension ne cessait de monter, et je savais que quelque chose allait finir par exploser. Je ne m'attendais juste pas à ce que cela se passe de cette manière. Au moment où j'ai eu 23 ans, cela faisait 5 ans, que je finançais ma famille. Et quand je dis financer, c'est le mot juste. Je ne me contentais pas d'aider pour les courses ou les charges. Laissez-moi vous détailler les calculs, parce que j'avais commencé à tenir les comptes. Le prêt de maman. Je couvrais 60% de la mensualité, soit $1,200 par mois. La voiture et l'assurance de Finn, $420 par mois. Les remboursements de prêt de Léla, $380 par mois. Les dépenses universitaires de Diana, $600 et plus par mois, pour l'aide aux frais de scolarité, les livres, ou les urgences. L'assurance santé familiale, $290 par mois. J'étais le seul à avoir une bonne couverture grâce à mon travail. L'entretien et les réparations de la maison, quel qu'en soit le coût, généralement entre 2 cents et 5 cents par mois. Je déboursais près de $3,000 par mois. Pendant ce temps, je vivais dans le sous-sol, je conduisais une Honda de 12 ans, et je mangeais ce qui traînait au travail, tous les jours. Le point de rupture est arrivé, quand Diana m'a demandé de payer pour son voyage de spring break, vacances de printemps, à Cancun. En fait, elle n'a pas demandé, elle m'a donné un ordre. Elle a littéralement dit, j'ai besoin de $800 pour le spring break. Peux-tu me faire un Venmo d'ici vendredi? Pourquoi faire? Le spring break. Tous mes amis y vont, et je ne peux pas être la seule à ne pas y aller. Je l'ai dévisagé. Tu veux que je te paie des vacances? Ce ne sont pas des vacances. C'est une opportunité de réseautage. Beaucoup de connexions importantes se font pendant le spring break. Diana, tu as 22 ans. Le spring break à Cancun, ce n'est pas du réseautage. Elle a pris cet air agacé qu'elle avait toujours, quand on remettait en question sa logique. Mon Dieu, Max, tu es tellement négatif. C'est important pour mon avenir. Alors paie-le toi-même. Tu as un travail à temps partiel. Je gagne genre $200 par semaine. Ça couvre à peine mes dépenses sociales. Tes dépenses sociales? Sortir avec des amis, les vêtements, le maquillage, les trucs normaux d'université. Je ne peux pas payer un spring break avec ça. C'est là que j'ai eu un déclic. Elle pensait que son travail à temps partiel, c'était pour son argent de poche, et que mon travail à temps plein, devait servir à ses vraies dépenses. Ils le pensaient tous. J'ai regardé ma famille autour de la table. Finn hochait la tête, comme si la demande de Diana était tout à fait raisonnable. Isla faisait défiler l'écran de son téléphone, y prêtant à peine attention. Maman faisait ce truc, où elle restait silencieuse pendant les conversations sur l'argent, pour pouvoir prétendre ensuite qu'elle n'avait jamais rien demandé. Non, ai-je dit. Diana a cligné des yeux. Comment ça, non? Je ne paierai pas pour ton voyage de spring break. Mais j'ai déjà dit à tout le monde que j'y allais. Alors tu ferais bien de trouver comment tu vas le payer. Elle s'est tournée vers maman. Maman, tu l'écoutes?
dis quelque chose. Maman a soupiré. Max, allez. Diana travaille dur à l'école, et ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas payer pour ça. Moi aussi je travaille dur. Ça ne veut pas dire que vous payez pour mes vacances. Tu ne prends pas de vacances, a fait remarquer Finn, comme si ça prouvait quelque chose. C'est vrai. Parce que je suis trop occupé à financer vos vies. La pièce est devenue silencieuse. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé Isa, en levant enfin les yeux de son téléphone. Ça veut dire que je soutiens cette famille depuis 5 ans, pendant que vous agissez tous comme si j'étais celui qui n'avait aucune ambition. Je paie ta voiture, Finn. Je paie tes prêts étudiants, et là. Je paie l'université de Diana. Et d'une certaine manière. Je suis toujours la déception de la famille. Premièrement, nous ne t'avons jamais traité de déception. Deuxièmement, nous ne t'avons jamais demandé de faire ça, a dit maman doucement. Je l'ai regardée pendant une seconde. Cette femme agissait comme si elle ne pleurait pas pour la maison, à chaque fois que je parlais d'arrêter. Tu es sérieuse, là? Jamais demandé? À chaque fois que je parlais d'aller à l'école, tu me faisais culpabiliser avec les factures. À chaque fois que je voulais économiser de l'argent pour moi, il y avait une urgence familiale qui nécessitait mon salaire. Ok. Pas besoin de jouer les victimes, mec, a dit Finn. Nous sommes reconnaissants pour ton aide. Vraiment? Parce que vous avez une drôle de façon de le montrer. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai ouvert l'application de notes où je suivais les dépenses. Vous voulez savoir combien j'ai dépensé pour cette famille, au cours des 5 dernières années? 180 000 $. C'est plus que ce que la plupart des gens gagnent en 4 ans. J'ai payé les frais de voiture de Finn pendant 4 ans d'affilée. Les prêts étudiants d'Ila, les frais universitaires de Diana. L'aide au prêt hypothécaire de maman, et ça, c'est sans compter les charges, l'assurance, les réparations, et toutes les choses aléatoires pour lesquelles vous aviez besoin d'aide. Ils sont tous restés à me fixer. J'ai reporté l'université, pour aider cette famille à garder la tête hors de l'eau. 5 ans plus tard, vous avez tous des diplômes et des carrières, et je suis toujours là à payer vos factures, pendant que vous faites des blagues sur mon métier. Max, a commencé maman, nous sommes une famille. C'est ce que font les familles. Elles répondent présent. Tu as raison. Les familles s'entraident. Alors pourquoi suis-je le seul à aider? Oh mon Dieu, arrête. Tout ça parce que j'ai demandé 800 $. Tu es vraiment radin, a crié Diana. Silence. C'est là que j'ai pris la décision qui a tout changé. Très bien, j'arrête, ai-je dit. À partir du 1er du mois prochain, je ne paie plus les dépenses de personne d'autre. Vous dites que je suis radin, très bien, alors je vais agir comme tel. Diana a commencé à pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne peux pas juste nous abandonner. Et la maison de maman, a demandé Finn. Quoi, la maison? Tu termines tes études de médecine. Isa gagne bien sa vie. Vous deux, vous pouvez partager les dépenses de maman, si ça vous préoccupe tant que ça. Débrouillez-vous, bande d'ingrats. Tu abandonnes ta propre mère, a crié maman. Nous avons nos propres dépenses, a dit Isla. Moi aussi. Je me suis levé de table. Je déménage à la fin du mois. Maman a commencé à pleurer. Max, s'il te plaît. On ne peut pas s'en sortir sans toi. Alors vous auriez peut-être dû me traiter comme un fils, au lieu d'un compte en banque. Et c'est là, que les choses ont complètement dégénéré. Les 3 semaines entre mon annonce et mon déménagement ont été extrêmement tendues. Ils sont passés par toutes les étapes du deuil, sauf qu'au lieu de l'acceptation à la fin, ils ont opté pour la rage. D'abord, il y a eu le déni. Maman n'arrêtait pas de me demander si j'étais vraiment sérieux au sujet de mon départ et de la coupure du soutien financier. Elle faisait des commentaires du genre « Quand tu y auras réfléchi un peu plus, tu réaliseras que la famille passe en premier. » Ensuite, le marchandage. Finn a proposé de m'aider à mieux faire mon budget, pour que je puisse continuer à les soutenir. Isa a suggéré que je pourrais juste aider pour les urgences, au lieu des dépenses régulières. Diana a promis qu'elle me rembourserait un jour, si je couvrais simplement le reste de ses frais d'université. Quand tout cela n'a pas fonctionné, ils sont passés à la colère. Finn a commencé à faire des remarques désobligeantes, sur le fait que j'abandonnais la famille au moment où elle avait le plus besoin de moi. Elle la disait à qui voulait l'entendre,
que j'étais égoïste et ingrat. Diana m'a carrément ignoré, ce qui honnêtement, était une amélioration. Mais maman n'allait pas me laisser m'en tirer comme ça. Son 55e anniversaire approchait à cette époque, et elle a commencé à planifier une célébration. Une grande fête, beaucoup d'invités, le grand jeu. Elle était inhabituellement excitée à ce sujet, disant qu'elle avait une grande nouvelle à partager, et que ce serait une nuit inoubliable. Au début, je ne voulais pas y aller, surtout après ce qui s'était passé, mais elle a insisté. Elle m'a fait asseoir et m'a dit, « Max, je sais que ce qui s'est passé était absolument mal. Nous sommes désolés de ne pas avoir remarqué, que nous t'avons épuisé pendant si longtemps. Mais mon fils, je te veux à mon anniversaire. N'apporte rien si tu ne le veux pas, sois juste là. Et arrangeons les choses. Je te promets que tout sera exactement comme tu le souhaites. » Et bien sûr, je l'ai cru. Des années de manipulation psychologique ne disparaissent pas comme ça. Ah, faux. Je savais exactement ce qu'elle préparait. Je me suis donc pointé ce soir-là, chez Tonies Italian. Je n'ai rien apporté. Juste moi, comme elle l'avait dit. Environ 30 personnes étaient là. Des amis de l'église, des voisins, quelques collègues de maman, la foule habituelle de banlieusards d'âge moyen, qui vivent pour ce genre de drame social. À la moitié du dîner, maman s'est levée avec son verre. Je veux remercier tout le monde d'être venu ce soir. Je veux aussi faire une annonce à laquelle je réfléchis depuis longtemps. Ça y est, on y vient. Comme vous le savez tous, j'ai été béni avec 4 enfants. 3 d'entre eux m'ont rendu incroyablement fier, par leur dévouement envers la réussite et les valeurs familiales. Elle a regardé directement Finn, Ella et Diana en disant cela. La foule hochait la tête, émettant ces bruits d'approbation que les gens font lors des réunions de famille. Finn termine son diplôme de médecine, et se prépare pour son internat. Isa vient d'être promue développeuse senior dans son entreprise technologique, et Diana vient d'obtenir son diplôme avec mention, et a décroché un poste très convoité en marketing. Applaudissements polis de l'assistance. Puis, son expression a changé. Mais ce soir, je veux parler de l'importance de la responsabilité et de l'amour à la dure. Parfois, en tant que parents, nous encourageons les mauvais choix de nos enfants, en continuant à les soutenir alors qu'ils devraient apprendre l'indépendance. C'est pourquoi j'ai pris la difficile décision d'arrêter d'encourager le manque d'ambition de mon fils. Max vit à la maison depuis 5 ans, refusant de poursuivre des études supérieures ou d'évoluer professionnellement, se contentant de faire le même travail manuel, pendant que ses frères et sœurs ont construit des carrières réussies. La pièce était d'un silence de mort. Je pouvais sentir chaque paire d'yeux se tourner vers moi. Avec effet immédiat, je vends cette maison et je déménage dans un appartement plus petit. Il est temps pour Max d'apprendre à quoi ressemble la véritable indépendance, sans le filet de sécurité qui l'a freiné jusqu'ici. Madame Henderson, de l'église, a levé la main. Mais Abigail, et Max? Où ira-t-il? Maman a souri. Ce faux sourire doux qu'elle utilisait quand elle voulait paraître raisonnable. C'est un homme adulte avec un travail. Je suis sûr qu'il se débrouillera. Parfois, l'amour à la dure est exactement ce dont nos enfants ont besoin, pour atteindre leur potentiel. Tout le monde hochait la tête. C'est Jean gobait réellement son histoire, sur le fils paresseux qui avait besoin d'être mis à la porte, pour son propre bien. Je suis resté assis là pendant peut-être 10 secondes. Puis je me suis levé. Elle pensait vraiment que j'allais faire une sortie triste et silencieuse, et la laisser m'humilier devant la moitié de la ville. Faux. Juste pour que tout le monde comprenne bien, ce qui se passe réellement ici, ai-je dit, ma voix résonnant à travers la pièce silencieuse. Ma mère vient d'annoncer qu'elle me mettait à la rue. Ce qu'elle n'a pas mentionné, c'est que je paie près de $3000 par mois, pour soutenir cette famille depuis les 5 dernières années. Les murmures ont commencé immédiatement. J'ai reporté mon entrée à l'université, pour aider à payer le prêt hypothécaire de ma mère après la mort de mon père. J'ai couvert les paiements de la voiture de mon frère, les prêts étudiants de ma sœur. Et les frais universitaires de mon autre sœur. Le travail manuel dont elle parle? Je suis un outilleur spécialisé, qui a fait vivre 4 adultes pendant qu'ils construisaient leur carrière. Le visage de maman est devenu livide. Max, ce n'est ni le lieu ni le moment. Non, je pense que c'est exactement le lieu et le moment. Puisque tu as décidé de m'humilier publiquement, assurons-nous que tout le monde ait l'histoire complète.
J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon application de suivi des dépenses. 180 000 $. C'est ce que j'ai contribué aux dépenses de cette famille en 5 ans. Pendant que mes frères et sœurs étaient à l'université ou faisaient leurs études supérieures, je travaillais 50 heures par semaine sur des machines de précision, pour maintenir tout le monde à flot. La pièce bourdonnait maintenant. Les gens regardaient maman et moi tour à tour, comme s'ils assistaient à un match de tennis. Il y a 3 semaines, j'ai dit à ma famille que j'en avais fini d'être leur compte en banque personnelle. Je déménageais et j'arrêtais le soutien financier. Cette fête n'est pas une question d'amour à la dure. C'est une vengeance. Finn a essayé de m'interrompre. Max, tu fais du drame. Je suis honnête, ce qui est plus que ce que je peux dire pour n'importe lequel d'entre vous. J'ai regardé directement maman. Tu veux parler de responsabilité? Parlons-en. Tu vis sur le salaire de ton fils depuis 5 ans. C'est fini. Ensuite, je suis sorti. J'ai laissé toute ma famille assise là, avec 30 témoins de ce qui s'était réellement passé, au cours des 5 dernières années. Je suis rentré chez moi en voiture, pour découvrir que ma clé ne fonctionnait plus, exactement comme je m'y attendais. Il y avait un mot scotché sur la porte. Tes affaires sont dans le box de stockage 47, chez Secure Store sur Maple Street. Tu as 30 jours pour prendre d'autres dispositions. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi, maman. Mais voici le truc. Je m'étais préparé à cela. J'avais déjà trouvé un appartement, le premier mois de loyer était payé, et les charges étaient à mon nom. Je m'attendais à ce qu'il se venge d'une manière ou d'une autre, mais pas de façon aussi publique. J'ai passé cette nuit-là dans mon nouvel endroit, assis sur un matelas gonflable, mangeant des plats chinois à emporter et me sentant étrangement soulagé. Pour la première fois en 5 ans, je n'avais pas à me soucier des factures des autres. Mon salaire m'appartenait. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est à quel point ma famille allait être dans les ennuis sans mon soutien financier. Pendant que je m'installais dans mon nouvel appartement, et que je profitais de la nouveauté de garder l'intégralité de mon salaire, ma famille découvrait exactement à quel point elle avait dépendu de mes revenus. Le premier signe de problème est apparu 2 semaines après le désastre de l'anniversaire. Finn m'a appelé au travail. Nous ne nous étions pas parlé depuis la fête. Max, il faut qu'on parle. Ah oui? C'est à propos de la maison de maman. Elle ne peut pas payer le prêt sans ta contribution. Allez, mec. Ça ressemble à un problème, que vous allez devoir résoudre. Tu as presque terminé tes études de médecine, non? Oh, et qu'est-il arrivé à la vente de la maison? N'a-t-elle pas annoncé ça devant tout le monde? Je ne peux pas me permettre de couvrir ce que tu payais. J'ai mes propres dépenses. Comme tout le monde sur cette terre. Débrouillez-vous. Allez, mec. Ne sois pas comme ça. On est une famille. Vraiment? Maman essayait de te motiver. Maman essayait de me punir pour avoir posé des limites. Et maintenant vous apprenez tout ce que ces limites vous coûtent. Je lui ai raccroché au nez, mais les appels ont continué. De maman, de Diana, et même de la petite amie de Finn, que je connaissais à peine. Tous avec des variantes du même message, ne pourrais-tu pas juste nous aider le temps qu'on trouve une solution? La réponse était non. Et les regarder se débattre, était honnêtement incroyablement satisfaisant. En moins d'1 mois, les véritables conséquences ont commencé à se manifester. Maman a dû mettre la maison sur le marché, mais pas par choix. Elle ne pouvait pas payer les mensualités sans ma contribution, et aucun de mes frères et sœurs n'était prêt ou capable de compenser la différence. La maison qui était dans notre famille depuis 15 ans, celle pour laquelle j'avais travaillé comme un forcené pour la garder, était partie, parce qu'ils avaient mordu la main qui les nourrissait. Finn a dû vendre sa voiture et prendre quelque chose de moins cher. Il s'avère que le budget d'un étudiant en médecine était serré, même sans aider la famille, et il ne pouvait pas assumer 400 $ supplémentaires par mois. Isa a dû retourner vivre chez maman temporairement, parce que ses remboursements de prêts étudiants avaient repris, et elle ne pouvait pas se permettre de payer son loyer, en plus d'aider aux dépenses familiales. Diana a dû abandonner l'université en milieu de semestre. Sans mon soutien financier, elle ne pouvait pas payer les frais de scolarité, et aucun de ses frères et sœurs ne pouvait l'aider. Elle a fini par retourner vivre à la maison, et trouver un emploi chez Target, le temps de trouver comment payer l'école par elle-même. Mais la meilleure partie, c'est qu'il ne pouvait pas admettre ce qui se passait réellement. Maman a dit à ses amis de l'église qu'elle prenait plus petit en prévision de sa retraite.
Finn a dit aux gens qu'il voulait une voiture plus pratique. Isa a prétendu qu'elle économisait de l'argent en vivant à la maison. Diana a raconté qu'elle faisait une pause dans ses études pour acquérir de l'expérience professionnelle. Pendant ce temps, je m'épanouissais. Sans ces $3000 par mois qui partaient dans leurs dépenses, j'avais de l'argent pour moi pour la première fois depuis mes 18 ans. J'ai acheté des meubles corrects, j'ai pris une voiture plus récente, et j'ai commencé à suivre des cours du soir au collège communautaire. C'est là que j'ai rencontré Sloan, à la laverie automatique. Elle faisait sa lessive à 2 heures du matin, parce qu'elle travaillait de nuit à l'hôpital, et j'y étais, parce que j'essayais encore de m'habituer à avoir de nouveau une vie sociale. Tu as l'air bien heureux pour quelqu'un qui fait sa lessive à 2 heures du matin, a-t-elle dit. J'apprécie juste le fait d'avoir de l'argent pour les pièces, ai-je répondu. Elle a ri. C'est soit très triste, soit il y a une bonne histoire derrière. Définitivement une bonne histoire. C'est comme ça que j'ai fini par raconter à une parfaite inconnue, l'histoire de la manipulation financière de ma famille, et de leur campagne d'humiliation publique. Sloan a écouté sans juger, a posé de bonnes questions, et quand j'ai fini, elle a dit quelque chose qui m'est resté en tête, on dirait qu'ils t'ont rendu service. Maintenant, tu sais exactement ce que valaient tes relations familiales pour eux. Environ $3000 par mois. Nous avons commencé à nous voir régulièrement. Un café après son service, un déjeuner le week-end. De simples conversations faciles avec quelqu'un qui n'avait aucune attente, sur ce que je devrais faire de ma vie. 6 mois plus tard, alors que nous sortions officiellement ensemble depuis un certain temps, elle m'a interrogé sur ma situation familiale. As-tu jamais de leurs nouvelles? De temps en temps, généralement quand ils ont besoin d'argent pour quelque chose. Elle a haussé un sourcil. Ils te demandent encore de l'argent? Après tout ça? Le désespoir rend les gens sans gêne. Elle est restée silencieuse un moment. Qu'est-ce que tu leur dis? Je ne leur dis rien. Je ne réponds pas à leurs appels. C'est alors qu'elle a souri. Bien. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils doivent vivre avec. Je savais que j'allais épouser cette femme. Pendant environ 8 mois après avoir coupé les ponts, ma famille m'a laissé tranquille. Je me disais qu'ils avaient enfin accepté, que je ne reviendrais pas financer leur train de vie. J'aurais dû m'en douter. Le harcèlement a commencé quand j'ai été promu chef outilleur à l'usine. Quelqu'un de notre ville natale a vu la mention dans le journal de l'entreprise, et a apparemment transmis l'information à ma famille. Soudainement, je recevais de nouveau des messages. Pas d'eux directement, ils étaient trop malins pour ça, mais de leur réseau d'amis, de connaissances de l'église et de contacts communs. Des camarades de lycée à qui je n'avais pas parlé depuis des années me contactaient d'un coup. Salut Max, j'ai croisé ta mère à l'épicerie. Elle a l'air vraiment triste du fait que vous ne vous parliez plus. Tu devrais peut-être l'appeler. Des amis de l'église de maman m'abordaient à la station-service. Ta mère parle de toi tout le temps. Elle est si fière de ta promotion. Je suis sûr qu'elle adorerait avoir de tes nouvelles. Même certains de mes collègues ont commencé à être approchés. La colocataire d'université d'Ila a réussi à trouver où je travaillais, et a appelé mon superviseur, soi-disant pour faire du réseautage, mais en réalité pour essayer de glaner des informations sur mon travail et ma vie personnelle. Le point commun de tous ces contacts était que je manquais à ma famille, et qu'ils voulaient arranger les choses. Mais de manière notable, aucun d'entre eux ne m'a contacté directement pour s'excuser ou reconnaître ce qu'ils avaient fait de mal. Sloan a remarqué le schéma avant moi. Il mène une campagne, a-t-elle dit un soir, après que je lui ai raconté la dernière rencontre due au hasard. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils essaient de t'user par la pression sociale. Si suffisamment de gens te disent que tu manques à ta famille, tu finiras par te sentir coupable de maintenir tes limites. Elle avait raison. Ce flux constant de messages devenait épuisant. Non pas parce qu'il me manquait, mais parce que j'étais fatigué d'expliquer pourquoi je n'étais pas intéressé par une réconciliation. Les choses ont empiré quand maman a commencé à se présenter dans les endroits où elle savait que je serais. L'épicerie où j'allais toujours le dimanche matin, le café près de l'usine, le collège communautaire où je suivais mes cours du soir. Elle se trouvait par hasard être là quand j'arrivais. Et elle faisait ses grandes démonstrations émotionnelles pour quiconque se trouvait aux alentours. Max. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je te croise. J'espérais tellement te voir. La première fois que c'est arrivé, j'ai été pris au dépourvu. Elle m'a serré dans ses bras avant que je puisse réagir,
parlant fort pour dire à quel point je lui avais manqué, pendant que tout le monde dans le magasin nous regardait. Nous devons nous asseoir et parler, mon chéri. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais la famille, c'est la famille. Je me suis dégagé de son étreinte. Il n'y a rien à dire. Son visage a changé instantanément. Les larmes ont commencé et elle a pris cette expression blessée conçue pour me faire passer pour le méchant. Je ne comprends pas pourquoi tu es si cruel. Je suis ta mère. Eh bien, ex-mère à ce stade. Elle n'a pas aimé ça. Elle m'a regardé comme si je venais d'assassiner son chien. Je suis parti, mais je pouvais l'entendre parler aux autres clients, de la difficulté de la situation et des efforts qu'elle déployait pour tendre la main à son fils ingrat. C'est arrivé 4 fois de plus au cours du mois suivant. Après la 5e embuscade, j'en ai eu assez. Je l'ai appelé. Arrête de me traquer. Je ne vois pas de quoi tu parles, mon chéri. Tu ne fais pas tes courses dans cette épicerie. Tu ne bois pas de café. Et tu ne suis certainement pas de cours au collège communautaire. Tu te présentes à ces endroits spécifiquement pour me tendre un piège. Je veux juste voir mon fils. Tu veux me manipuler devant des témoins, pour que je passe pour le méchant si je maintiens mes limites. Silence. Tu me manques, a-t-elle fini par dire, abandonnant son air innocent. J'ai fait une erreur et j'essaie de la réparer. Tu as fait de multiples erreurs sur plusieurs années. Et alors? Tu vas nous punir pour toujours? Pour de l'argent? Oui. Elle est restée silencieuse un moment. Alors qu'est-ce que tu attends de moi? Rien. C'est ça que tu ne comprends pas. Je ne veux rien de toi. Je veux que tu me laisses tranquille. Je ne peux pas faire ça. Tu es mon fils. Alors tu aurais dû me traiter comme tel. J'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro. Mais cela n'a pas arrêté la campagne. Au contraire, ça les a rendus encore plus désespérés. 2 semaines après avoir bloqué le numéro de maman, les choses ont dégénéré d'une manière qui m'a fait réaliser jusqu'où ma famille était prête à aller pour récupérer son soutien financier. Un jour, Sloan est rentré du travail avec l'air plus en colère que je ne l'avais jamais vu. Ta sœur Isa a appelé mon superviseur à l'hôpital. J'ai posé mon café. Quoi? Elle s'est présentée comme ta sœur et a dit qu'elle s'inquiétait pour mon jugement professionnel, parce que j'encourageais ton comportement autodestructeur. Elle a essayé de t'attirer des ennuis au travail? Elle a suggéré que peut-être une personne travaillant dans la santé ne devrait pas soutenir quelqu'un qui est en rupture avec sa famille à cause de problèmes de santé mentale. Et que mon superviseur ferait bien de se pencher sur la situation. Elle a essayé de faire croire que je sortais avec quelqu'un d'instable. L'implication c'était que je manquais de discernement. Et qu'on ne devrait peut-être pas me confier des patients. Qu'a dit ton superviseur? Elle a dit à Isa que mes relations personnelles ne la regardaient pas, à moins qu'elles n'affectent mes performances au travail, ce qui n'est pas le cas. Mais Max, ta sœur a essayé de s'en prendre à ma carrière. C'est franchir une ligne. Elle avait raison. S'en prendre au travail de Sloan, c'était passer du harcèlement au sabotage pur et simple. J'en ai fini d'être poli à ce sujet, a déclaré Sloan. Ils veulent jouer les durs. Très bien. C'est à ce moment-là qu'elle m'a parlé du dossier qu'elle tenait. Chaque message relayé, chaque rencontre fortuite, chaque escalade dans leur comportement, elle avait monté un dossier sans même que je le sache. Je documente tout ce qu'ils ont fait depuis des mois, a-t-elle dit, en me montrant un dossier sur son ordinateur portable. Chaque violation de limite, chaque tentative de manipulation, chaque escalade, y compris cette tentative d'interférer avec ma carrière. Le dossier était exhaustif. Des captures d'écran des messages de leurs intermédiaires. Des photos qu'elle avait prises quand maman apparaissait par hasard, aux endroits que je fréquentais. Et même un enregistrement de l'une des scènes publiques de maman. Apparemment, elle avait commencé à enregistrer, lorsqu'elle avait vu le schéma se dessiner. Qu'est-ce que tu comptes faire avec tout ça? Je vais en faire une chronologie détaillée, et je vais la leur envoyer avec un message très clair sur ce qui se passera s'ils n'arrêtent pas. Mince, c'est sexy. Tais-toi, Max. Elle a passé la soirée suivante à rassembler ce qu'elle a appelé la documentation complète. C'était professionnel, factuel et accablant. Une chronologie exhaustive de leur comportement au cours des 6 derniers mois, avec preuves et déclarations de témoins à l'appui. Ensuite, elle l'a envoyé à tous les 4, maman, Finn, Ella et Diana.
Avec un message poli mais ferme, cette documentation représente 6 mois de harcèlement croissant dirigé contre Max et moi-même. Comme vous pouvez le voir sur la chronologie. Votre comportement est passé d'une pression indirecta à une interférence directe dans nos emplois et nos relations professionnelles. Ce schéma constitue un harcèlement selon la loi de l'État. Si un membre de votre famille ou toute personne agissant en votre nom contacte à nouveau l'un de nous à quelque titre que ce soit, nous déposerons des plaintes officielles auprès des forces de l'ordre. Et nous partagerons cette documentation avec les employeurs et les institutions concernées. Max a défini ses limites clairement et à plusieurs reprises. Il est temps de les respecter. La réponse a été immédiate et exactement ce que Sloan avait prédit. Finn m'a appelé au travail le lendemain, furieux. Tu ne peux pas demander à ta petite amie de menacer de ruiner nos carrières. Quoi? Je ne t'entends pas bien. Eh bien, ai-je répondu en appréciant un peu trop la panique dans sa voix. D'accord, ce n'est pas drôle, Max, sérieusement, c'est de la folie. Nous essayons de reconstruire notre relation. Quoi? Mec, qu'est-ce que tu dis, ai-je répété. Max, nous voulons juste que tu rentres à la maison. Elle est en train de te monter contre ta famille. Je suis à la maison. Puis j'ai raccroché et j'ai bloqué le numéro. Ce soir-là, j'ai reçu un message groupé d'un autre numéro inconnu, Max, c'est allé trop loin. Nous devons parler et trouver comment avancer en tant que famille. Et la prochaine fois que je t'appelle, tu as intérêt à ne pas faire le sourd. Je l'ai montré à Sloan. Ils essaient encore. Oh mon Dieu. Pendant 2 jours, tout a été calme. Je me disais qu'ils avaient enfin compris le message. Mais ensuite, la mère de Sloan l'a appelé, confuse et bouleversée. Quelqu'un prétendant être la mère de Max m'a contacté sur Facebook, a-t-elle raconté à Sloan. Elle a dit qu'elle s'inquiétait de ta relation avec lui. Et elle pensait que je devais savoir qu'il avait des problèmes de colère, et qu'il était en rupture avec sa famille à cause de problèmes de santé mentale. Il ne reculait pas. J'en avais fini d'être gentil. Le dossier de harcèlement de Sloan était devenu un chef-d'œuvre de preuve. Tout était organisé avec la précision de quelqu'un qui a passé des mois à regarder des idiots creuser leur propre tombe. J'ai trouvé un avocat. Appelons-le Joe. Joe a jeté un seul coup d'œil à la documentation de Sloan et a commencé à sourire comme un enfant le matin de Noël. Votre petite amie est minutieuse, a-t-il dit. J'ai vu des dossiers du FBI avec moins d'organisation. Elle a un don pour les détails. Eh bien, son don pour les détails est sur le point de coûter de l'argent à votre famille. Nous nous préparons à déposer une plainte en diffamation et à demander une ordonnance restrictive. Mais d'abord, nous allons leur donner une chance de régler ça discrètement. S'ils refusent, on brûle tout. La plainte en diffamation demandait 50 000 $ en dommages et intérêts, perte de salaire, détresse émotionnelle, et atteinte à la réputation professionnelle. L'ordonnance restrictive les obligerait légalement à rester à plus de 150 mètres de nous, de notre domicile et de nos lieux de travail. A. Isa a reçu les papiers en premier dans son entreprise. Selon son collègue, que Sloan connaissait grâce à des amis communs, et là a complètement perdu les pédales au bureau quand l'huissier lui a remis les documents. Il me poursuit en justice pour avoir essayé de l'aider. Je m'inquiétais juste du discernement de sa petite amie. Apparemment, Isa a passé le reste de la journée à pleurer à son bureau, et a appelé tous les gens qu'elle connaissait pour se plaindre de l'injustice de la situation. Maman a été servie à son nouveau travail à temps plein, le premier vrai travail qu'elle avait eu en 20 ans. Elle travaillait dans un grand magasin, et l'huissier l'a trouvée en train de plier des vêtements au rayon femmes. Le directeur a dû la renvoyer chez elle plus tôt, parce qu'elle ne pouvait pas s'arrêter de pleurer, et de raconter aux clients comment son fils ingrat détruisait la famille avec des procès. Finn a reçu ses papiers à l'hôpital où il faisait son internat. Un huissier entrant dans un établissement médical pour remettre des documents légaux à un interne. C'est le genre de choses qui ne passent pas inaperçues auprès des superviseurs et des directeurs de programme. Diana, qui vivait toujours à la maison et travaillait dans le commerce de détail, a été servie chez Target. Son responsable n'était pas ravi d'avoir un drame juridique sur le lieu de travail. Le procès les a frappés exactement là où ça faisait le plus mal, leur argent et leur réputation. Isa a dû embaucher son propre avocat pour se défendre contre l'accusation de diffamation. Les frais juridiques ont commencé à 5 000 $ juste pour la consultation initiale et la réponse. Sa tentative de faire rejeter la plainte a échoué, ce qui signifiait davantage de frais d'avocat. Maman ne pouvait pas se payer un avocat avec son salaire de vendeuse.
Elle a essayé de se représenter elle-même, ce qui s'est passé exactement comme on pourrait s'y attendre. Joe n'a fait qu'une bouchée d'aile lors des dépositions. Les dépositions ont été enregistrées, et Joe s'est assuré de poser des questions pointues sur les 180 000 $ que j'avais contribué aux dépenses familiales sur 5 ans. Maman a dû admettre sous serment que je soutenais financièrement la famille pendant qu'elle affirmait publiquement que j'étais une déception. L'ordonnance restrictive a été accordée sans contestation. Il leur était légalement interdit de s'approcher à moins de 150 mètres de Sloan ou de moi, de notre maison, de nos lieux de travail, ou de nous contacter de quelque manière que ce soit. Toute violation entraînait une arrestation immédiate. Mais voici où ça devient vraiment bon. L'ordonnance restrictive était du domaine public. Le programme d'internat médical de Finn l'a découvert lors d'une mise à jour de routine des vérifications d'antécédents. Avoir une ordonnance restrictive déposée contre vous pour harcèlement, ce n'est pas vraiment un gage de jugement médical professionnel. Il n'a pas été renvoyé, mais cela n'a certainement pas aidé sa réputation. Le bruit a couru dans l'hôpital, à propos de l'interne qui avait des drames familiaux et des problèmes judiciaires. L'entreprise Dila l'a découvert, lorsque son avocat a contacté les RH à propos de l'affaire de diffamation. Les entreprises technologiques n'aiment pas trop avoir des employés impliqués dans des procès pour harcèlement, surtout quand il s'agit d'interférer avec la carrière de quelqu'un d'autre. Elle n'a pas été renvoyée, mais sa promotion suivante a été mystérieusement retardée. Le magasin de détail de Diana a été mis au courant lorsqu'elle a dû s'absenter du travail pour les procédures judiciaires. Target ne paie pas assez cher pour gérer des employés qui amènent leur drame juridique au travail. Le grand magasin de maman a découvert l'affaire lorsqu'elle n'arrêtait pas d'avoir des crises de larmes à propos du procès, pendant les heures de travail. Les rôles de service à la clientèle ne fonctionnent pas très bien, quand on pleure et qu'on raconte aux acheteurs les problèmes juridiques de sa famille. Pendant qu'il gérait les avocats, les frais de justice et les conséquences professionnelles, Sloan et moi vivions la meilleure période de notre vie. J'avais encore été promu au travail. Maintenant, je dirigeais tout le département d'outillage, gagnant plus d'argent que je ne l'aurais jamais imaginé possible. L'usine avait décroché plusieurs contrats majeurs, et mon département cartonnait. Sloan a été sélectionné pour un programme de développement du leadership à l'hôpital. 6 mois après le dépôt de la plainte, Joe a appelé avec des nouvelles. Il suppliait pour un arrangement à l'amiable, ayant réalisé que nous ne bluffions pas et qu'il ne pouvait pas se permettre cette tempête juridique. Pour quel montant? Le montant total. 50 000 $. De plus, ils acceptent une ordonnance restrictive permanente, et un accord de non-divulgation. Ils ne peuvent parler de vous ou de Sloan à personne, jamais. Ils nous paient 50 000 $ pour nous taire et disparaître. Ils te paient 50 000 $ pour que cette affaire disparaisse. Les frais juridiques les tuaient, et l'ordonnance restrictive affectait déjà leurs emplois. Ils ne peuvent pas se permettre que cela s'éternise. J'y ai réfléchi pendant peut-être 3 secondes. Marché conclu. Le chèque de l'arrangement est arrivé un mardi. 50 000 $ à l'ordre de Sloan et moi. Notre première grande rentrée d'argent commune, qui ne provenait pas du fait que je me tue à la tâche pour entretenir des membres de la famille ingrat. Ce week-end-là, j'ai emmené Sloan dans la même laverie automatique, où nous nous étions rencontrés 2 ans plus tôt. Il était 2 heures du matin, tout comme cette première nuit. Pourquoi on fait la lessive à 2 heures du matin, alors qu'on a une machine à laver et un sèche-linge parfaitement fonctionnel, a-t-elle demandé. J'ai sorti l'écrin de ma poche. Je me suis dit que si tu disais non, on aurait au moins des vêtements propres pour la rupture. Elle a commencé à rire, avant même que je ne pose un genou à terre. Elle a regardé la bague, puis moi, puis la laverie autour de nous. Tu me demandes en mariage dans une laverie automatique, à 2 heures du matin, après qu'on a été payé pour faire taire ta famille pour toujours. C'est un oui. C'est la chose la plus romantique du monde. Oui, espèce de grand malade. Et c'est comme ça que je me suis fiancé à l'amour de ma vie. Ma famille. Ils galèrent tous encore. Maman travaille toujours dans le commerce de détail. L'internat de Finn a été prolongé, en raison de préoccupations liées à son développement professionnel. Isla est coincée dans le même emploi, sans perspective d'évolution. Diana vit toujours à la maison, travaillant à temps partiel et suivant des cours dans un collège communautaire, qu'elle peut à peine se payer. Pendant ce temps, je dirige un département, je suis marié à une femme incroyable, et je vis dans une maison dont je suis réellement propriétaire. La meilleure partie? Ils ne peuvent pas dire un seul mot sur tout ça. Échec et mat.